Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18 h, mercredi 28 avril. Bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, le centre hospitalier Alpes-Léman dévoile ses atouts pour recruter des personnels soignants qui pourraient soulager ceux exténués par la crise de la Covid-19. Le plan d'attractivité du Châle commence à porter ses fruits. Nous verrons les détails avec Sébastien Germain. Et puis nous irons du côté de Yenne, en Savoie, où la coopérative locale vient de s'offrir un bijou de technologie pour transformer du lait. Il devrait pérenniser l'ensemble de la filière laitière sur le territoire et garantir une meilleure rémunération des exploitants. Jean-Paul Crespi est allé la visiter. Et je vous le disais en titre, le Châle est en pleine phase de recrutement. Il avait déjà lancé son vaste plan d'attractivité en janvier dernier, mais la crise sanitaire a fortement ralenti le processus. Aujourd'hui, de nouvelles têtes font leur apparition pour venir soulager les équipes épuisées par la pandémie. Une crise sociale dans le milieu hospitalier qui mise au jour pendant cette crise sanitaire. Les précisions de Sébastien Germain. Avec 1800 professionnels, dont 200 médecins et plus de 60 métiers, le centre hospitalier Alpes-Léman, situé à Contamine-sur-Arve, n'a pas attendu la crise de la Covid-19 pour recruter. Initié et décidé en janvier 2020, le plan d'attractivité du Châle commence à porter ses fruits doucement mais sûrement. On commence à voir les prémices des résultats qu'il porte. Par exemple, on avait acté le recrutement direct en CDI des personnels paramédicaux. Le nombre de recrutements en CDI a augmenté sur les 4 derniers mois de près de 60%. Donc ça atteste que les mesures que nous avons adoptées sont des mesures qui étaient attendues par les candidats. Et même si pour le moment il est impossible pour les services du Châle de préciser le nombre exact de personnes recrutées par le biais de ce plan d'activité, depuis le début de l'année 2021, le centre hospitalier est victime de son succès grâce notamment au dynamisme du territoire au Savoyard. Les recrutements au Châle, ils sont quotidiens. Moi, tous les jours, je signe des contrats de travail de professionnels qui arrivent sur le territoire, qui prennent des postes. Et ils sont constants. Il y a un secteur où, il y a un an, sur un effectif de 37 professionnels, j'avais 10 postes qui étaient vacants. Et aujourd'hui, j'ai même un léger sureffectif. Comme dans tous les établissements hospitaliers de France, au Châle, la pandémie de Covid-19 continue de mettre sévèrement à contribution les personnels de santé. Ce plan de recrutement est donc le bienvenu et il intervient donc dans un climat de tension entre secteur hospitalier et pouvoir public. Il faut savoir que nous sommes actuellement dans un cercle un petit peu vicieux où le nombre insuffisant de soignants est responsable d'une dégradation de la qualité de vie au travail et une insatisfaction liée à ces conditions de travail et qui ne fait qu'accentuer le départ de soignants, que ce soit dans le domaine privé, dans l'intérim, le libéral ou encore dans des reconversions professionnelles. Ce plan d'attractivité RH du centre hospitalier Alpes-Léman concerne tous les corps de métier de l'hôpital et de manière plus générale, il fait partie d'un vaste projet d'établissement qui vise une ambition d'excellence d'ici à 2024. Un mot sur la vaccination à présent. De nouveaux créneaux s'ouvrent en Savoie pour les professionnels prioritaires de plus de 55 ans. À partir de demain, vous pourrez prendre rendez-vous sur le site de la préfecture qui s'affiche ci-dessous. Des plages horaires vous seront proposées à Chambéry, Albertville, Bourg-Saint-Maurice et Saint-Jean-de-Maurienne. Même scénario en Haute-Savoie. Seulement, il faudra vous rendre sur le site Doctolib pour prendre rendez-vous. Il est également toujours possible de se faire vacciner en ville auprès des médecins ou des pharmaciens. N'oubliez pas de vous munir d'un justificatif professionnel. Et parlons à présent politique. Najat Vallaud-Belkacem, candidate socialiste à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes, était en Savoie ce mercredi. Elle a consacré son premier déplacement au chantier du Lyon-Turin, un chantier soutenu par le président sortant Les Républicains, mais décrié par Europe Écologie Les Verts, avec qui pourtant la candidate de gauche négocie un rapprochement. On revient sur ce déplacement et ce paradoxe avec Fanette de Buisson. Plus de 200 km séparent Modane de Lyon, siège du conseil régional. C'est pourtant ici que la candidate socialiste à la présidence de la région, Najat Vallaud-Belkacem, a décidé de lancer son déplacement en Pays de Savoie. Dans l'espace exposition consacré au chantier du Lyon-Turin, elle vient prendre l'ampleur du poids économique du chantier pour la vallée de la Maurienne. Au 4e trimestre 2022, ce seront 1200 personnes qui travailleront, sans compter les 8000 emplois indirects créés par ce projet. La tête de liste départementale de l'ancienne ministre n'est autre que François Chemin, maire de Fourneau. Vous savez, il y a toujours un syndrome mauriennais ou savoyard de penser qu'on est très très loin de Lyon. Et en fait, on n'est pas loin de Lyon. Et moi, je suis content qu'elle vienne
ici, comme elle reviendra plus tard, aux marches de l'Empire, c'est-à-dire au plus loin, ici à la frontière italienne. Et je la remercie vraiment d'être là sur une problématique qui est forte pour nous, qui est un symbole. Un choix qui peut apparaître surprenant alors que le chantier est soutenu par le président sortant Laurent Wauquiez. Ça ne me rapproche absolument pas de Laurent Wauquiez, puisque précisément ce que je reproche à Laurent Wauquiez, c'est de n'avoir absolument pas fait avancer ce dossier depuis 5 ans et demi. C'est quand même frappant. C'est-à-dire, on a pris du retard. Quoi qu'on en dise, on a pris un retard qui est préjudiciable à l'économie, l'écologie et aux besoins des habitants de ce territoire. A l'inverse, la liste menée par l'annécienne Fabienne Grébert pour Europe Écologie Les Verts s'y oppose en défendant la mise à niveau de la ligne existante. La question du tunnel de base, elle ne relève pas des compétences de la région. Donc en fait, on a le sentiment que le nœud de l'opposition est quelque chose en fait qui ne concerne pas la région. Donc ça, c'est une première question. En revanche, sur la question des accès entre Saint-Jean-de-Maurienne et Lyon, je pense qu'eux-mêmes reconnaîtront qu'avoir la possibilité de réduire la pollution de l'air, avoir la possibilité de donner la part belle au transport ferroviaire par rapport à la route, et même soutenir l'économie et l'emploi, c'est quand même de beaux objectifs. Il faut soutenir aussi bien la question du ferroviaire pour le fret que du ferroviaire pour les voyageurs. Donc c'est le scénario qui se rapprochera le plus de cette option-là qui aura ma préférence. Ça va nous permettre de moderniser notre réseau de transports régionaux et de permettre d'aller beaucoup plus facilement de Lyon à Annecy, de Lyon à Chambéry, ou même de Lyon à Grenoble. Pour le moment, les discussions n'ont pas abouti et semblent plus que compromises. Aucune rencontre n'est d'ailleurs prévue ce jeudi matin à Annecy où se trouvera pourtant Najat Vallaud-Belkacem avant de prendre la direction de la vallée de l'Arve dans l'après-midi. Place maintenant à notre invité du jour. Avec les élections départementales et régionales, la place de la femme est au cœur de cette actualité politique. En France, elle ne représente à peine plus d'un tiers des élus, une proportion qui n'atteint pas le score de la parité. Pour en parler ce soir, je reçois l'ambassadrice du réseau élu local, Christine Burki. Bonjour Christine Burki. Bonjour Marine Schneider. Vous êtes la référente de cette association pour le département de la Haute-Savoie. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler quel est le rôle de ce réseau ? Alors, Réseau élu local, c'est le premier réseau national de femmes élues en France. Il a été créé en 2015. Le but, c'est d'accompagner les femmes dans leur implication dans la vie politique, dans leur ancrage dans la vie politique, grâce notamment à la formation. Il permet aussi également de se réunir pour, comme tout réseau, des échanges d'expériences, du soutien, de l'encouragement, mais on souhaite surtout être force de proposition. Alors, pour être plus efficace, j'ai créé en 2018 une antenne sur la Haute-Savoie. On travaille en binôme. En 2020, c'est ma collègue Valérie Ferrarini, qui est élue à Marigné, qui m'a rejoint. Et on organise des réunions sur tout le département, à peu près 2-3 réunions par année, qui se composent d'un temps d'échange dans un premier temps, mais surtout, on travaille par thématique. Et la thématique qui nous tient le plus à cœur, c'est effectivement l'implication des femmes en politique et la parité des femmes, enfin la parité en politique. Alors, il y a près de 256 000 femmes élues en France. La femme est encore sous-représentée dans la sphère politique. Est-ce qu'on peut dire que ça avance malgré tout ? Alors, la parité, c'est quelque chose qui est très, très excitant, sur lequel on peut travailler parce que ça évolue beaucoup. Alors c'est vrai qu'avec la loi de 2013, la parité a explosé en France. En 2015, on a eu les bons élèves, que sont les régions et les départements, puisque la parité est parfaitement respectée tant dans les conseils départementaux et régionaux que dans les exécutifs. Les communes aussi ont beaucoup évolué en 2014. Alors, on n'en est pas encore à la parité au niveau national, puisqu'elle ne concerne que les communes de plus de 1000 habitants. C'est un peu dommage parce que les petites communes, celles de moins de 1000 habitants, elles représentent quand même 70% des communes de France. Donc, il y a encore un travail à faire à ce niveau-là. Mais là où le bas blesse réellement, c'est au niveau des intercommunalités. C'est affligeant parce que l'intercommunalité, c'est quand même la strate qui prend de plus en plus de compétences. Et c'est surtout la collectivité qui concerne le plus le quotidien des Français. L'intercommunalité, elle gère l'eau, elle gère le logement, elle gère les transports publics, elle gère l'économie. Et c'est quand même affligeant de voir que celles qui, majoritairement encore, gèrent le quotidien des ménages, elles prennent aussi peu part aux instances qui décident et qui travaillent sur des compétences aussi importantes pour le quotidien des Français. Alors, au niveau des conseils communautaires,
c'est à l'image des conseils municipaux, hein, la parité progresse. Mais au niveau des exécutifs, des intercommunalités, là, c'est catastrophique. On n'est même pas à 12% de représentation des femmes dans les conseils, dans les exécutifs des intercommunalités. Et là, il y a vraiment un gros travail à mener. Alors, est-ce que les femmes ne s'engagent pas parce qu'elles n'osent pas le faire ou parce que les hommes ne leur laissent pas la place? Il y a quand même le fait que les hommes ne leur laissent pas la place. Alors, il y a des solutions, hein. Des solutions qui sont même dans les tuyaux, qui étaient déjà dans les tuyaux en 2020, mais il n'y avait probablement pas la maturité politique nécessaire. Ce serait d'étendre la loi sur la parité à toutes les communes, y compris les communes de moins de 1000 habitants. Alors, bon, on connaît les réticences des petits maires, des maires des petites communes, c'est pas des petits maires, excusez-moi, qui nous disent que c'est très compliqué pour les petites communes de trouver des femmes pour rentrer dans leur liste. Alors ça, déjà, c'est plus vrai depuis 2020. On voit bien à l'intérieur de nos réseaux. Les femmes ont vraiment une volonté de s'impliquer dans la politique locale. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les petites communes ont beaucoup de difficultés, non pas à trouver des femmes, mais à trouver des candidats, tout simplement. Alors, pour accompagner cette loi, si on l'étendait à toutes les communes de France, et ce, pour 2026, il faut qu'on soit prêt pour 2026, il y a des solutions. On pourrait peut-être envisager de baisser le seuil des conseillers dans les conseils municipaux. C'est vrai que pour des communes entre 500 et 1000 habitants, c'est compliqué de trouver 15 candidats. C'est compliqué aussi pour les petites communes de 100 à 500 habitants d'en trouver 11. Donc peut-être que baisser les seuils, ça accompagnerait l'évolution de cette loi. Alors peut-être que ça pose des problèmes constitutionnels, mais alors à la limite, et ça on a testé ça avec nos parlementaires, on est très accompagnés dans notre réseau par nos parlementaires, hein, nos sénateurs, on a pas mal de députés aussi qui nous accompagnent. Ce serait peut-être de carrément baisser le seuil pour toutes les communes. Moi, j'en suis à mon 4e mandat et je vois bien que c'est très difficile de motiver des équipes, de trouver du travail pour tout le monde. Donc peut-être que baisser les seuils, ce serait une solution pour accompagner l'extension de cette loi. Alors, après, vous allez me dire pourquoi ne pas étendre la loi aussi aux exécutifs intercommunaux. Alors là, c'est pas mûr. On a beaucoup de réticences de la part des élus, autant les femmes que les hommes d'ailleurs. Vous savez que les communes envoient prioritairement leurs maires dans les exécutifs des intercommunalités, et comme 80% des maires sont des hommes, ça explique un peu aussi la difficulté d'avoir la parité dans ces niveaux-là. Donc, il vaut mieux se concentrer sur une action, étendre la loi sur toutes les communes. Par contre, on peut aussi travailler sur des outils. Moi, j'ai rejoint l'association des maires de Haute-Savoie, le bureau des maires de Haute-Savoie, et j'ai rejoint aussi le groupe de travail égalité hommes-femmes de l'association des maires de France. Et on travaille par exemple sur une sorte de bonus-malus, c'est-à-dire qu'une collectivité, enfin une intercommunalité qui tendrait à la parité dans son exécutif, peut-être pourrait-elle bénéficier de vice-présidents supplémentaires. Donc voilà, des solutions existent, des outils, on peut les trouver, il faut juste la volonté. Alors, pour les femmes qui ont une vie de famille, elles doivent jongler un peu entre leurs 3 métiers, si j'ose dire, en comptant leur carrière professionnelle. Est-ce que votre association est là aussi pour les soutenir dans leur emploi du temps de ministre? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors déjà, les femmes ont l'habitude d'avoir des emplois du temps de ministre. On a aussi, par le biais des formations, on a des solutions pour permettre aux femmes d'essayer de coordonner leur triple vie, parfois leur quadruple vie. Oui, on les accompagne beaucoup dans ce sens-là. Et puis, il y a aussi des nouvelles mesures qui ont été prises en début de ce mandat. Par exemple, les femmes qui ont des jeunes enfants et pour qui c'est compliqué de s'organiser pour les soirées, beaucoup de réunions sont en soirée, bien maintenant, les conseils municipaux peuvent prendre en charge la garde des enfants. Alors, oui. Une dernière question avant de se quitter. Il faut justement les encourager, ces femmes, à entretenir leurs ambitions intellectuelles, leur donner confiance en elles dans l'exercice de leur mandat. Il faut, bien sûr, mais elles ont cette volonté. Elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir s'impliquer. Après, alors il y a un autre sujet, mais celui-là, il est encore plus tabou que les autres. Ce serait aussi de revoir le cumul des mandats. Parce que quand un même élu occupe 4 sièges,
les femmes le font, mais majoritairement ce sont aussi les hommes, c'est déjà faire barrage à l'implication des femmes. Mais bon, ça c'est un sujet qui n'est pas encore à l'ordre du jour, mais la volonté des femmes de s'impliquer en politique, elle est là, on le voit bien au sein de nos réseaux et elle a beaucoup évolué en 2020. Eh bien, merci Christine Burki d'avoir été avec nous sur ce plateau en visioconférence ce soir. Merci. Un mot sur l'avenir de la centrale nucléaire du Bugey. Nous l'évoquions hier dans le JT. Il inquiète les autorités genevoises qui ont déposé un recours contre la décision de l'autorité de sûreté nucléaire de prolonger son activité. L'ASN que nous avons joint aujourd'hui par téléphone nous indique que ceci n'est pour l'heure qu'une hypothèse, une prise de position de principe qui a bien été prise le 23 février sur le prolongement de l'exploitation de l'ensemble des centrales du pays, uniquement sous conditions. Maintenant, une prise de position du réacteur par réacteur doit être menée. Pour les réacteurs 2 du Bugey, son réexamen de sûreté obligatoire doit avoir lieu cette année. Une enquête publique sera aussi organisée. L'autorité de sûreté nucléaire ne rendra donc pas d'avis définitif sur un éventuel prolongement d'activité avant 2023. Partons désormais du côté de Yenne, dans l'avant-pays savoyard, où la coopérative vient de mettre en marche un nouvel outil de fabrication laitière à la pointe de la technologie. Un investissement très attendu par l'ensemble des coopérateurs, car il garantit à ses adhérents une filière de fabrication dernier cri, mais aussi leur indépendance et une meilleure rémunération de leur litrage du lait, de quoi encourager les jeunes agriculteurs à s'installer dans le département. Jean-Paul Crespi est allé à la rencontre de cette coopérative. Depuis 1962, date de sa création, la coopérative laitière de Yenne, porte de Savoie, ne cesse de se réinventer et investit dans son outil de fabrication pour assurer sa pérennité économique tout en facilitant l'installation de jeunes producteurs laitiers. Hier comme aujourd'hui, ces investissements illustrent ainsi la force de ce modèle agricole soucieux de préserver son destin sur ce territoire de l'avant-pays savoyard. On part d'un patrimoine que les anciens coopérateurs ont mis en place, ont développé. Et nous, on apporte notre pierre à l'édifice en tant que jeunes installés avec ces nouveaux investissements qui, quelque part, sont faits pour nous, puisque c'est pour les années à venir. On a investi 13,5 millions d'euros, effectivement, parce qu'il fallait absolument refaire notre salle de fabrication. Et donc, du coup, changer les systèmes de moulage et d'emprésurage. Mais il faut aussi relativiser avec un chiffre d'affaires quand même global de notre coopérative qui représente 27 millions d'euros à peu près annuels. Et cette évolution-là, il fallait l'accompagner techniquement. Et pour se préparer aux 20 années qui arrivent. Tome de Savoie, de Yenne et Mental de Savoie, raclette, le fromage de la dent du chat, fromage de garde. Chaque jour, les 52 producteurs livrent leur lait à la coopérative. Dans nos zones où l'agriculture est plus compliquée que dans les grandes zones de plaine, bien évidemment, sans le collectif, notre force et notre avenir agricole, il est beaucoup plus menacé, quoi. Donc aujourd'hui, ce collectif d'une coopérative, ce collectif d'une appellation, enfin des appellations, c'est la force de notre territoire et qui s'exprime par la rémunération qu'on arrive à faire aux producteurs. Et ça, c'est tout l'enjeu, mais c'est toute la réussite aussi. On ne veut pas que l'édifice se casse la figure. On veut continuer de le faire prospérer. Et moi, je me dis que peut-être un jour, c'est moi qui serai vieille, entre guillemets, et qu'il y aura des jeunes installés qui seront contents de pouvoir bénéficier de ce qu'on a mis en place aujourd'hui et qui ensuite, eux, continueront l'histoire eux-mêmes. Forte de ces appellations récompensées régulièrement au concours général agricole, l'avenir de la coopérative reste étroitement lié à celui de son territoire. Car penser l'évolution de son outil de production est un engagement, un défi pour les coopérateurs soucieux de préserver leur filière laitière. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme et un nouvel épisode de votre émission Panorama, consacré cette semaine au lac du Bourget. Ce soir, focus sur la biodiversité avec Fanette de Buisson. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le journal à 18h. Je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont Blanc. Prenez soin de vous.